Chers lecteurs, bonsoir. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, il s'agit d'une biographie. Une biographie qui m'a beaucoup plu, puisqu'il s'agit d'une biographie autour du personnage que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, une personne, une femme qui a été très très présente sur la scène, que ce soit la scène journalistique, la scène artistique, ou même en tant qu'écrivain, ou même un petit peu dans la politique, dans les années 70, 80, 90. On a beaucoup entendu parler d'elle et je vais un peu vous raconter sa vie à travers le livre que je viens de terminer. Ce livre s'intitule Edmond l'Envolé de Dominique de Saint-Pern, publié chez Stock. Et il fait suite à un premier livre que Dominique de Saint-Pern avait consacré à Edmond Charleroux, qui s'appelait tout simplement Edmond, paru en 2019. Mais ce livre, le premier, s'arrêtait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le premier livre, finalement, n'abordait que la prime jeunesse d'Edmond jusque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce livre-là reprend un petit peu toute la vie d'Edmond. Et on retrouve ce personnage passionnant qu'a été Edmond, cette icône toujours coiffée d'un chignon assez sophistiqué qu'on disait, ou que la rumeur disait qu'elle était contrainte de dormir assise. Et donc dans Edmond l'Envolé, on continue de retrouver cette personnalité qui est véritablement, on retrouve cette femme véritablement affranchie et autrement plus attachante. Alors, Edmond l'a envolée, Edmond s'envole, où? Alors ça, on ne sait pas. On sait juste que Edmond, elle veut tout et elle aura tout. Parce que si elle va rester fidèle à son passé et à sa famille, bénéficiant d'ailleurs de son éducation cosmopolite de fille d'ambassadeur, c'est une femme moderne qui naît sous nos yeux à travers les pages de ce livre, une femme qui est curieuse de tout et qui deviendra une grande écrivaine. C'est une femme de lettres, une journaliste qui est née en 1920 et qui est décédée il y a quelques années en 2016. Et donc, c'est vrai qu'elle a été très présente sur la scène française. Elle a obtenu en 1966 le prix Goncourt pour son roman Oublié Palerme. Et elle a été membre de l'Académie française de 83 à 2016. C'était une femme qui était intelligente, qui était volontaire, qui était connue surtout parce qu'elle était libre et indépendante, alors que, comme on peut se l'imaginer, le milieu dont elle était issue la prédestinait davantage à un brillant mariage ou à une vie oisive. Eh bien, elle va marquer l'époque de son caractère affirmé et son engagement déterminé. Alors, revenons un peu d'abord à l'histoire de cette petite fille qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Elle est fille d'ambassadeur, elle était promise à un destin de fête, de feu d'artifice. Son père François est certes aussi un homme d'affaires, mais un diplomate. Et donc, elle aura, comme je le disais déjà, une éducation assez cosmopolite. Et son père, s'il devient membre de l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques, ses postes officiels l'entraînent, lui et les siens, donc son épouse Sabine et leurs enfants, Cyprienne, la sœur de Edmond qui deviendra princesse d'El Drago, et Jean, un diplomate converti qui se convertira à la congrégation des Rominiens. Eh bien, Edmond, ils ont 3 enfants, donc, avec Edmond. Et donc, ils vont voyager un petit peu partout, à Saint-Pétersbourg, à Istanbul, au Caire, à Prague, la ville de sa petite enfance, et à Londres. Et donc, ils vont déménager à chaque fois. Cependant, à un certain moment, la guerre arrive et la guerre est souvent un bon révélateur de caractère. Cyprienne, la sœur de Edmond, flirte avec l'ennemi, pour le dire poliment. Par contre, Edmond, elle, va s'engager comme
ambulancière dans un régiment étranger d'infanterie de la Légion étrangère. Et puis, elle deviendra même agente de liaison dans la Résistance. Elle a 18 ans en 1938. Elle est amoureuse. Elle est polyglotte. Elle partage sa résidence entre Rome, où son père officie, et Marseille, où se trouve la Villa Serena, qui est leur propriété familiale. Alors, comme je lui le disais, sa sœur, elle flirte davantage avec le côté allemand, et elle va épouser le prince del Drago, tout en entretenant une liaison avec le gendre de Mussolini. Elle choisit donc mal son camp, et lorsque la guerre jette la France et l'Italie dans des camps opposés, la famille va éclater. Alors, Edmond va connaître un premier drame à 18 ans, c'est que son fiancé, Camillo, va être contraint de s'engager et va trouver la mort sur le front albanais. Et c'est là que les sœurs, finalement, vont connaître un destin différent, parce que Edmond va s'engager davantage, comme je le disais, dans la résistance. Elle deviendra infirmière et elle échappera de justesse à un bombardement. Et le père a su, heureusement, même si au départ il avait rejoint le gouvernement de Vichy, il va renoncer lorsque l'aval est imposé par Pétain. Et je dirais que Edmond va apprendre à... c'est-à-dire elle va d'abord, avant tout, suivre le côté de son père, qui donc s'oppose au régime nazi. Et puis petit à petit, eh bien, Edmond va se former. Elle va apprendre à s'entremettre, à négocier, à intercéder, sans jamais céder finalement à cet appétit de vivre qu'on découvre au fil des pages. Et donc, une fois que son premier amour est mort, elle décide de quitter à un certain moment la maison familiale, et elle a envie de s'assumer elle-même, et elle part à Paris. Et à Paris, elle est présentée aux futures fondatrices du magazine Elle, sont Hélène Lazareff et Marcel Auclair. Et donc, elle va commencer à écrire pour le journal Elle. Alors, son premier papier est le retour de Toscanini à Milan. Elle est passionnée de musique. Elle accompagne la naissance voulue par Lily Pastré et Gabriel Dusurget du Festival d'Aix-en-Provence. Et elle va, pour le Festival d'Aix-en-Provence, eh bien, elle va convoquer les peintres les plus créatifs pour les décors des productions lyriques d'Aix. Et donc, elle va contacter André Derain, avec qui elle va se lier, qui va la prendre pour modèle. Certains diront qu'ils seront amants. En tous les cas, petit à petit, elle passe du rôle de courriériste à celui au rôle de rentrer dans la rédaction, et donc elle va commencer à écrire des articles pour le Elle. Mais finalement, c'est le journal Vogue qui va l'engager définitivement, parce que elle va succéder à Michel de Brunoff, et elle va devenir rapidement la rédactrice en chef. Et très très vite, elle va imposer son style à elle, tant dans la maquette que la mise en page et le contenu du journal Vogue. Parce que sur 70 pages, elle va en assigner 30 à la mode et autant à la culture, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis, elle va imposer aussi des nouveaux talents. Par exemple, dans le domaine des arts plastiques, elle va imposer le peintre Hervé Dubly. Dans la photographie, elle imposera Irving Penn, qu'elle va accueillir dès juin 1951 dans la revue, ou bien elle va imposer Richard Avedon, qui y officie déjà. Elle va imposer William Klein. Dans la littérature, elle sera très très proche d'Alain Robbe-Grillet, de François Nourricier, de Violette Leduc. Et en ce qui concerne la mode, eh bien, après Dior, elle va se lier avec Ungaro et Saint-Laurent. Donc elle va vraiment jouer d'une synergie créatrice pour promouvoir le pop art comme le prêt-à-porter. Et au fait, elle fait dialoguer finalement toutes les audaces et les aspirations contemporaines, ce qui n'est pas sans risque, parce qu'à un certain moment, en 1966, et on réalise finalement aujourd'hui l'audace qu'elle a eue, elle va se faire renvoyer du journal
parce qu'elle aura voulu imposer une femme de couleur en couverture. Une audace à l'époque impardonnable. De fait, le premier mannequin noir à faire la couverture de Vogue Paris sera bien plus tard que 68, mais 88, l'année 88, donc 20 ans plus tard, avec Naomi Campbell. C'est dire à quel point Edmond est finalement une femme libre qui jusqu'au bout aura cherché à faire ce qu'elle voulait et qui était très en avance sur son temps. Maintenant, pourtant, 66 n'est pas une année sombre pour Edmond Charleroux parce qu'elle va publier son premier roman, Oubliez Palerme, qui est tiré d'un souvenir d'enfance en Sicile, qui raconte finalement un fait divers sanglant mettant en prise un marchand de fleurs palermitain avec un touriste américain candidat à la mairie de New York, qui retrouve... et donc, elle va raconter cette histoire-là. Et le livre, finalement, a été très, très soutenu par Louis Aragon et par Elsa Triolet. Et il a été couronné par le prix Goncourt. Et il faut savoir que tout au long de sa vie, Edmond, qui bien que issu d'un milieu bourgeois, était proche du mouvement communiste, était proche de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. Et souvent, c'était mal vu parce qu'on ne comprenait pas vraiment comment une femme de ce milieu flirtait finalement avec le communisme. Alors, il faut dire que quand elle a gagné ce prix Goncourt, c'est pas vraiment le premier coup d'essai de l'écrivaine parce qu'elle a été finalement pour Maurice Druon, qui à ce moment-là a écrit Les Rois maudits, eh bien elle l'a aidé, elle a été son nègre aussi. Et elle a quelque part aidé énormément et elle dit de ce livre-là, j'ai été un de ces nègres, mais des nègres qui disaient leur nom. Parce que quelque part, elle voulait être reconnue aussi pour ce célèbre livre qui comprend quand même 6 volumes. Alors, c'est vrai que le Goncourt va lui offrir une rencontre inattendue, mais déterminante, parce que le maire, Gaston Defferre, va être chargé de lui remettre la médaille de la ville de Marseille. Et c'est là qu'ils vont faire connaissance. Et donc, c'est un véritable coup de foudre qui va bouleverser leur vie à chacun. Et Edmond va devenir, en 73, Madame Defferre. Elle va cependant continuer à écrire d'autres romans. Elle va écrire un roman autour de Chanel, qui la congédiera à un moment, parce que Chanel n'était pas d'accord avec elle sur certains points. Elle écrira sur Chanel l'irrégulière, ou Mon itinéraire Chanel, un autre livre, qui est une donc, plongée biographique dans une vie maquillée à dessein par son héroïne. Mais elle va, comme je le disais, à un certain moment se fâcher, pas se fâcher vraiment avec Chanel, parce qu'elle ne l'avouera jamais, mais Gabrielle Chanel la congédiera, parce que Edmond ne rentrera pas finalement dans les mensonges que Gabrielle Chanel lui racontait pour embellir sa biographie. Elle écrira d'autres livres, Un désir d'Orient, Nomade, et ainsi de suite. Mais il faut savoir que Edmond Charleroux, elle va succéder à François Nourricier à la présidence du concours, et elle va finalement, elle va honorer finalement le Goncourt, et elle va y rester jusqu'en début 2014, quand elle va laisser sa place à Bernard Pivot, qui lui-même laissera son couvert à Éric Emmanuel Schmitt. Alors, elle s'est toujours sentie un petit peu différente des autres, et elle dit d'ailleurs d'elle-même, l'artiste doit être dangereusement seul. C'est une phrase qu'elle répète en citant Derain, mais elle dit que finalement, rien n'est plus égoïste qu'un écrivain. Alors, on pourrait dire que c'est vrai. Pourtant, cette femme-là, je dirais qu'elle fait un petit peu exception à la règle, parce que par sa curiosité, par son art du lien, par son empathie, elle ne cessait de rencontrer des gens, de faire des choses, de vouloir changer les choses, même par rapport à la vie culturelle de Marseille. Étant la compagne du maire, elle a voulu énormément, changer des choses au niveau culturel. Donc c'était quand même une femme qui a marqué de son empreinte la vie culturelle, avec pourtant une autorité tranquille et un goût propre
qui l'ont placée toujours hors du commun. Elle était indocile et singulière. Alors l'intérêt de ce livre, c'est qu'il se lit avec plaisir. On sent véritablement l'admiration de la biographe pour son sujet. Elle n'hésite pas à dresser un portrait sans concession d'Edmond, mettant parfois en avance les défauts et les exigences parfois assez fortes de cette personnalité qu'était Edmond Charleroux. Et je dirais que le livre de Dominique de Saint-Pern est très bien documenté, on le sent. L'auteur a rencontré à la fin de sa vie la protagoniste qui était déjà dans une maison de retraite médicalisée, mais il a également rencontré beaucoup de témoins, de connaissances qui ont croisé cette femme brillante et distinguée, parfois même un brin autoritaire et avide de pouvoir et de reconnaissance. Et donc le récit est très vivant, l'écriture est très très vivante parce que on sent en fait que c'est une femme qui n'a jamais arrêté, qui a toujours été curieuse, qui a toujours voulu aller de l'avant. Et ça se sent justement dans le portrait qui est dédié à cette femme. Alors c'est un ouvrage pour moi délicieux, passionnant, qui dresse vraiment un portrait enthousiaste de cette Edmond, de sa carrière médiatique et littéraire époustouflante. Et les épisodes se succèdent vraiment à un rythme effréné, avec l'impression qu'Edmond a eu 1000 vies. Mais c'est ce qu'elle a eu aussi. Et c'est ça qui fait que finalement, le livre ne tombe pas dans des chapitres de longueur. On sent donc, comme je disais, l'admiration que l'auteur lui porte et elle présente finalement Edmond comme une héroïne moderne et mondaine, comme une indomptable angélique qui collectionne les hommes et se met en danger par moments. Alors c'est vrai que Edmond n'a pas eu toujours la vie facile parce que elle a dû assumer la perte du statut social de son père qui a conduit la famille à réduire drastiquement son train de vie. Elle a perdu un amour de jeunesse très tôt. Elle a eu une relation très très compliquée avec cette mère qui souvent manquait d'empathie et pourtant elle n'a jamais cessé de lui apporter Edmond de l'amour et à rester fidèle à cette mère. Et puis aussi, elle a eu une relation compliquée qui finalement, avec sa sœur, puisque elles ont eu des oppositions idéologiques qui ont fait très tôt qu'elles se sont séparées, malgré qu'elle l'aimait beaucoup. Donc c'est vraiment une femme qui a eu une vie, qui a mené une vie à 100 à l'heure et qui est devenue véritablement une référence de la mode et du journalisme à l'époque. Alors, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, elle a fait beaucoup de rencontres dans sa vie. Et il faut savoir aussi que eh bien, Edmond, elle ne s'interdit personne. Elle a eu, comment dire, une liste d'amants énorme. Des femmes aussi l'intéressaient. En fait, ce qui marquait Edmond, et c'est ça qui ressort finalement de ce livre, c'est ce désir qui passe avant tout, c'est ce besoin de faire véritablement ce qu'elle avait envie. Et c'est vrai que alors que sa carrière était à son apogée, Edmond a été l'objet de railleries et de surnoms dans le milieu parisien, parce que beaucoup l'ont appelé Edmond l'Edmondaine, Mousseline, Marie-Chantal. Et c'est là-dessus que je veux terminer, parce que c'est vrai, elle était présente partout, elle était un rien agaçante, en étant proche du communisme et en même temps en ayant des attitudes et en venant d'un monde plus que bourgeois. Et pourtant, c'est une femme qui a fait beaucoup pour le monde des lettres, pour le monde du journalisme et qui a essayé à sa façon de développer la vie artistique de l'époque. Ça se lit rapidement, c'est très très agréable et surtout ça nous permet, ce livre, de comprendre un peu mieux le contexte d'après-guerre de l'époque et puis aussi les 30 glorieuses et de suivre une femme dans une vie passionnante. On se retrouve la semaine prochaine pour
un tout autre livre. Et là, j'aurai l'occasion, bien entendu, d'interviewer l'écrivain qui vient spécialement de Paris. Je ne vous en dirai pas encore plus. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, cette émission est rediffusée sur Radio Judaïka dimanche à 20h et elle est disponible en vous abonnant sur mon blog www.lesmotsdadouk.com en podcast. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.